Bonjour à tous pour ce nouveau webinaire Connection Leadership Bonjour. Bonjour. sur la transition écologique et le thème du jour qui est donc qu'est-ce qui change dans la CSRD et quelles adaptations vous allez pouvoir faire dans vos organisations, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence. On a aujourd'hui deux personnes qui vont vous présenter comment ils voient ces changements-là, deux experts du sujet, Christophe Brun et Brice Renaud. Et on va se présenter dans quelques minutes. Le webinaire est commencé depuis 2-3 minutes, donc on va pouvoir lancer tout de suite. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis Alexandre Cornu de Connection Leadership, en charge du département de transition écologique qui s'appelle Climate Leadership. Et donc, on traite euh, aujourd'hui avec Brice et Christophe qui vont eux aussi se présenter tout de suite. Oui, merci. Christophe Brun, consultant en transition écologique dans les entreprises et en particulier, nous accompagnons avec Brice des entreprises dans la mise en place de leur premier rapport CSRD. Brice Renaud, je suis expert comptable et commissaire aux comptes, spécialisé sur les sujets extra-financiers et notamment tout ce qui est reporting de durabilité, donc la CSRD. Et comme l'a dit Christophe, on accompagne les entreprises sur la mise en œuvre de ce premier rapport. Merci beaucoup à tous les deux. Ravi de faire cette présentation aujourd'hui et puis de pouvoir répondre à vos questions aussi. N'hésitez pas comme d'habitude, euh, poser vos questions sur le chat qui vous est dédié pour cela. On pourra y répondre soit au fur et à mesure, soit en fin de présentation, évidemment. Euh, un rapide tour sur Connection Leadership pour rappeler qui on est. On a un cabinet de conseil en transformation qui s'occupe de tous les sujets de transformation, à la fois sur des enjeux de transformation de leadership, transformation digitale et transformation RSE. Donc des enjeux qui vont être à la fois conjoncturels pour une entreprise, qui peuvent être liés à un moment de la vie de l'entreprise, ou à la fois structurels, plus liés à un fonctionnement lié à la société ou à des changements de marché. Euh, pour ça, on accompagne avec plus de 150 consultants à travers la France, qui sont tous avec une grande expérience opérationnelle, avec généralement une double dimension, à la fois de coach et de consultant. On a aussi beaucoup de personnes qui sont habilitées à faire des formations, puisqu'on intervient donc avec conseil, formation et coaching sur tous les domaines que j'ai cités auparavant et sur tout type d'entreprise, de la TPE jusqu'au grand groupe, puisque les transformations concernent toutes les organisations. Voilà un petit exemple enfin, quelques exemples de nos clients qui sont donc très multisectoriels et de toutes les tailles. Alors sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est un sujet qui est en lien avec la RSE et la transition écologique. Pourquoi on fait ces webinaires tous les mois? C'est afin de traiter un sujet qui est éminemment humain et technique. C'est pour ça qu'on parle de transformation holistique. On va toucher à la fois les enjeux métiers et les enjeux humains, les enjeux de comportement, les émotions. Et c'est pour ça que Connection Leadership est tout indiqué pour intervenir là-dessus, puisque c'est l'ADN de notre cabinet, c'est d'intervenir sur des enjeux qui mobilise à la fois l'humain et la technique. Alors souvent, on a des entrepreneurs, des entreprises qui nous disent, je ne sais pas forcément par où commencer, je suis un peu perdu sur les nombreux concepts et les leviers de la transition. Euh, la réglementation n'est pas claire pour moi. Donc pour ça, c'est pour ça qu'on a créé ces webinaires mensuels
et de façon à répondre concrètement à certaines interrogations, à pouvoir vous orienter vers des solutions concrètes. Donc le reporting CSRD, l'histoire et la substance. Donc je vais arrêter mon partage 2 petites minutes et réactiver le micro de nos intervenants qui ont perdu le contrôle visiblement. Donc je réactive le micro, hop, et vous allez pouvoir y aller puisque c'est à votre tour. Ouais, Merci, Alexandre. ouais. Euh, On peut dire là où on en est? En oui, fait, on est en pleine formation d'accompagnement d'entreprises pour leur premier rapport CSRD et comme tout le monde, on a appris une évolution en cours. voilà. Donc en fait, le but de ce webinaire, c'est de vous présenter la CSRD, mais également de mettre ça en perspective avec les réelles obligations à venir des entreprises qui sont, on peut le dire, demain moins nombreuses qu'aujourd'hui avec la loi Omnibus. Mm. Oui, voilà. Donc là, on va refaire un focus déjà. Pourquoi, on va revenir un peu dans le passé, pourquoi la CSRD a été transposée dans la loi. Mais effectivement, il y a ce sujet du paquet omnibus qui vient un peu chambouler les choses et on y reviendra après. Donc la CSRD, en fait, c'est une continuité. C'est ça qu'on essaie de vous dire sur cette slide. Donc, si on commence par le bas, vous voyez en fait que ce soit d'un point de vue référentiel volontaire ou d'obligation légale de reporting, tout ceci n'a pas 2, 3 ans, 4 ans, ça a plus d'une vingtaine d'années, même presque 30 ans. Donc, la création du GRI en 97, ça, c'est un format de reporting, donc le Global Reporting Intégré, qui est très proche de celui qu'on connaît aujourd'hui avec la CSRD. Donc voilà, ça, c'est pas nouveau. Et la première fois, on va dire, où on a eu concrètement du reporting à faire sur la RSE en France, c'était en 2001 avec la loi NRE sur les nouvelles régulations économiques. Et puis ça a évolué avec le bilan carbone, la DPEF, donc la déclaration de performance extra-financière, qui est en quelque sorte l'ancêtre, ou en tout cas la précédente version de la CSRD, euh, les notions d'entreprise à mission, Mm. de possibilité de mettre la raison d'être dans les statuts de son entreprise, tout ça date de 2019 avec la loi PAC. Donc voilà, il y a une évolution qui s'intensifie, et notamment en 2020 avec les textes autour de la taxonomie, la finance verte et durable, qui est en lien avec aussi la CSRD, la CS3D. Et donc, c'est ces textes aujourd'hui qui sont un peu chahutés avec le paquet Omnibus. On y reviendra après. Mm. Et ce qui est très important aussi de mettre en perspective, c'est ce que vous avez en haut. Mm. Donc, peut-être, Christophe, tu Bah, veux faire en fait, c'est la réalité de notre planète. C'est-à-dire qu'on a des textes réglementaires qui évoluent petit à petit, qui se transforment bien souvent en obligations réglementaires ou en obligations de reporting, mais qui correspondent à une réalité. C'est que la Terre a des frontières planétaires, hein. C'est ce que vous voyez au centre, la Terre avec du rouge autour. Le dérèglement climatique, qui est le plus connu, est l'une des 9 frontières planétaires. Il est dépassé, ça tout le monde le sait, hein, c'est pour ça qu'on parle de décarbonation. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur les 9 frontières planétaires, il y en a 6 qui sont dépassées. Donc le problème n'est pas uniquement lié au dérèglement climatique. La biodiversité en fait partie. Il y a des sujets de pollution également. Si je dis ça, c'est pas par hasard, c'est parce que la CSRD est très très bien construite par rapport à ça et qu'en fait elle couvre des volets sociaux et environnementaux et on arrive à peu près à rapprocher les frontières planétaires dépassées et les enjeux environnementaux de la CSRD. Et pour ceux qui ne connaissent pas en fait le schéma de droite, la couronne verte, c'est un donut. C'est là, une théorie qui a été émise par une économiste anglaise qui s'appelle Kate Raworth. À l'extérieur du donut, la limite extérieure, ce sont les 9 frontières planétaires, le plafond environnemental qu'il ne faut pas dépasser et que nous dépassons. Et à l'intérieur, en fait, du donut, c'est le plancher social. Donc, ce sont les différents basiques, en fait, dont l'humain a besoin pour vivre, de l'eau, de la nourriture, un revenu, etc. Et donc, c'est l'avenir de l'humanité, en fait, il est dans le donut, dans l'espace vert. C'est ce qu'on appelle l'espace sûr et juste pour l'humanité. Il est très populaire, ce donut, parce qu'en fait, en une slide, en une image,
on comprend que les enjeux sociaux sont indissociables des enjeux environnementaux. Et les enjeux sociaux, c'est justement la deuxième catégorie, une autre catégorie de la CSRD. Donc, moi qui suis plutôt à l'origine, on va dire côté transition écologique, je suis épaté par la pertinence de la construction de la CSRD au regard des enjeux sociaux et environnementaux. Bon, voilà, c'est des approches plutôt scientifiques hein, sur l'environnement, le climat et également les données plutôt socio-économiques sont en fait font le lien avec le Green Deal. Mm. Donc ça, c'était le premier cercle. Et c'est le Green Deal qui découle des accords de Paris de 2015, hein, donc la COP 21. Donc tout ça a structuré en fait tout ce qu'on connaît aujourd'hui avec la CSRD. Donc voilà, c'est pour vous faire le lien euh, entre notamment les rapports du GIEC ou Mm. ces rapports-là et concrètement la loi avec le Green Deal européen. Mm. Alors Euh, Brice, c'est quoi la CSRD? C'est quoi les obligations? C'est quoi le format? donc la CSRD, c'est un texte européen. Donc ça veut dire rapport de durabilité en français, hein. CSRD, c'est Corporate Sustainability Reporting Directive. Et l'idée, c'est de faire du reporting sur les dimensions ESG, donc environnement, social au sens Les large, gouvernances. Mm. et gouvernance pour la partie éthique des affaires. Et ça vient remplacer la DPEF, qui était aussi un texte européen. Un DPEF, c'était la transcription française, Déclaration de performance extra-financière. extra-financière. Voilà, donc on est passé du terme extra-financier à plutôt durabilité. Voilà, c'est des petites évolutions dans le temps de sémantique, mais on parle toujours de ESG en tout cas. Et la DPEF était comment dire, très peu encadrée. C'était une liste d'items autour des dimensions ESG euh, à traiter dans son rapport avec quelques lignes, on va dire, de guidance Mm. pour pour construire son rapport. Alors que là, on est dans vraiment du texte de la conformité avec des centaines de pages qui décrivent point par point comment les sujets doivent être traités. Mm. Et avec surtout un cadre conceptuel, on va y revenir, mais qui est l'analyse de double matérialité. Voilà, donc tout ça pour favoriser la transparence Mm. sur les pratiques des entreprises sur ces sujets et avoir un cadre de référence unique et comparable. C'est ça qui est très important. Et Mm. pour cette comparabilité, le rapport inclut en fait des balises qui sont informatiques qui permettent ensuite avec un robot, de comparer toutes les entreprises entre elles et d'avoir d'extraire beaucoup de données. Donc, il y a des milliers de balises. Donc, c'est c'est- c'est aussi conséquent dans la démarche. Euh, et c'est un axe aussi fort pour la finance durable au niveau européen, puisqu'il y a beaucoup de fonds maintenant sur ces sujets. Et l'idée, c'est de flécher les investissements, les financements sur les entreprises qui sont les plus vertueuses. Donc, Maintenant qu'elles sont comparables grâce à la CSRD. voilà, d'avoir ça. Mm. La TSRD et la taxonomie, hein. C'est toute une Mm. articulation de texte en fait qui permet de, de flécher les investissements sur ensuite les entreprises qui sont considérées comme vertueuses. Mm. Donc les plus vertueuses profitent de leur déclaration extra-financière. Euh, Voilà, c'est Mm. au niveau texte européen, purement texte européen, il y a vraiment ce lien avec la finance durable et cette idée de flécher les financements et investissements, mais c'est pas le seul intérêt non plus, hein. Il y en a d'ailleurs Mm. quelques-uns qui sont listés. Mm. Et on en parlera C'est sûr que après le un peu financement mieux. est un intérêt important, Mm. mais il y a d'autres choses. Il y a l'accès au marché, puisque de plus en plus, dans les marchés, notamment publics, il y a des conditions sur ces sujets-là. Mm. Euh, il y a, il peut y avoir aussi des sujets de concurrence. Un concurrent qui, lui, est transparent sur ses pratiques, publie des infos comme ça, il peut avoir un avantage compétitif Mm. là-dessus et aussi créer de la valeur d'un point de vue plus immatériel parce Mm. que c'est toute sa, toute sa publication d'informations est structurée et comparable. Et Mm. donc, voilà, donc, comme il y a une montée aussi en puissance de ces sujets dans la société, c'est forcément
un point clé, notamment si on pense au recrutement, hein, c'est souvent aussi un- un point important. Et dernier point sur ça, c'était aussi, c'est un outil aussi anti-greenwashing. C'était Mm. aussi le but, Mhm. c'était de créer un outil Mm. anti-greenwashing. Mm. On avait un peu l'écueil dans la DPEF, comme c'était pas très encadré, de pouvoir présenter le rapport voilà, de Mm. façon un peu marketée. Là, c'est vraiment du rapport de conformité, quoi. Alors, on va voir Voilà. juste après, justement, une maison sur la slide d'après qui réunit les grands blocs, en fait, hein, du rapport CSRD, donc qui est finalement normé, on peut dire très normé, mais ce qui, justement, comme tu dis, Brice, limite le greenwashing, en tout cas un peu trop de storytelling, parce qu'il s'appuie sur des chapitres très spécifiques. Donc, cette maison, il y a un petit peu les règles communes qu'on a mis dans le grenier, là, les normes transverses. Il y en a deux. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse sur ça. C'est d'ailleurs là où l'outil de lutte anti-greenwashing et structuration se passe. C'est que Mm. dans c'est ce qu'on a mis en toiture, en chapeau, c'est vraiment là où toute la Toute structure la structure, toutes les règles, ouais, ouais. voilà, est présente. Et puis le premier étage, ce sont les 5 chapitres environnementaux, changement climatique, pollution, eau, biodiversité et ressources. Ces 5 chapitres, donc ce sont les chapitres environnementaux. Et puis vous avez au rez-de-chaussée principalement le chapitre enjeux sociaux et le chapitre gouvernance. Donc 4 chapitres sociaux, un chapitre gouvernance. Le principe dans votre rapport CSRD, c'est que vous n'allez pas répondre avec le même niveau de détail en fait à chaque chapitre, donc à chaque pièce de la maison, car ça va dépendre de ce qu'on appelle la matérialité justement de l'enjeu, donc de la pièce. Si je prends le deuxième du premier étage, l'enjeu pollution, certaines entreprises vont le considérer comme matériel, c'est-à-dire significatif au regard de leur activité, d'autres non. Pour celles qui le considèrent comme significatif, elles vont explorer la pièce, elles vont expliquer le contenu de la pièce. Et pour celles qui considèrent que ce n'est pas matériel, donc pas significatif, eh bien, elles vont être très rapides dessus. Mm. On peut Ouais, qu'est-ce qui finalement va changer ou risque de changer maintenant avec la circulaire Omnibus? Alors, Peut-être qu'on là, peut dire d'abord les obligations avant et ce qui est en train de changer. voilà. Hmm. Ben voilà, il y a ce tableau qui va permettre. Donc déjà, pour un point de vue omnibus, donc c'est un texte de loi qui permet de réviser plusieurs textes à la fois. Donc là, les textes en question qui sont concernés, c'est la CSRD qui nous intéresse aujourd'hui, mais il y a aussi la CS3D qui est quand même un texte sur les sujets de corruption notamment et autour de l'éthique des affaires, la taxonomie aussi et les fonds UE autour de la finance verte. Donc voilà, on touche vraiment là au sujet du Green Deal européen. Euh, donc avant, depuis le 1er janvier 2025, on était ce qu'on appelle sur la deuxième vague CSRD. C'est-à-dire qu'il y avait déjà eu une première vague, les entreprises cotées soumises à la DPEF initialement, enfin, depuis 2024, étaient soumises à la CSRD et elles commencent déjà à produire leurs premiers rapports. Donc, on a Hmm. déjà des premiers rapports CSRD qui sortent sur Hmm. des grandes boîtes comme Sanofi, Airbus, Hmm. et elles vont continuer du coup aller, à travailler dessus en 2025. Elles ne sont pas concernées. C'est la deuxième vague. Cette deuxième vague, c'était les PME, Hmm. les grandes PME qui dépassaient 250 salariés, 50 millions d'euros de chiffre d'affaires ou 25 millions de total bilan. Il fallait dépasser deux de ces trois Hmm. seuils. Donc celle-là, il a été soumise jusqu'à présent. Et qu'est-ce qui est discuté Voilà. actuellement? Et aujourd'hui, le paquet Omnibus demande de rehausser le seuil des salariés à 1000, mais l'interprétation des seuils est différente. C'est-à-dire qu'on doit d'abord déclencher ce seuil de 1000 salariés et ensuite, soit on dépasse 50 millions d'euros de chiffre d'affaires ou 25 millions d'euros de total bilan. Ça veut dire que si j'ai 700 salariés dans mon entreprise et que je dépasse les conditions là, de CA et total bilan, avant la loi Omnibus, avant le paquet Omnibus, j'étais soumise à la CSRD. Après, puisque je suis en dessous de 1000 salariés, je n'y suis plus soumis. C'est ça? Exactement. Ouais. Hmm. Donc, ce qui fait qu'on estime que 80% du champ d'application de cette deuxième vague disparaît, Hmm. ce qui est quand même considérable.
c'est assez critiqué parce que forcément, on se dit le sens du pacte vert européen, de ces textes, c'était d'élargir ça à un panel représentatif de l'économie. Mm. Là, c'est moins le cas. Mm. Euh, voilà. Et l'autre point très important, c'est qu'il y a un report de 2 ans. Donc déjà, on réduit le champ d'application, mais en plus, on dit, vous ne faites plus un rapport sur l'année 2025, donc publié en 2026, et sur l'année 2027, publié en Mm. 2028. Donc on reporte de 2 ans cette obligation. Mm. Donc moi, Euh, entreprise de 500 salariés, tu me dis, oublie les CSRD, ça sert à rien, c'est ça? non, ça va pas être Ah, mon on en discours. parlera juste après alors, On va en d'accord. parler Ok. après. En revanche, là, ce qui pourrait être considéré comme une bonne nouvelle, et nous, pour l'avoir testé, on pense que c'est une bonne nouvelle, et c'est dommage que ce n'était pas déjà le cas, c'est que la réduction du nombre de data points, les data points, c'est toute une liste d'indicateurs en fait potentiels qui sont derrière les différents chapitres qu'on vous a montrés sur les slides précédentes, va être réduit. Il y a une demande de réduction à 70%. Pour info, il y en Mm. avait quasiment 1200. Mm. Donc, Et ce qui était beaucoup. ce qui était beaucoup, qui était fastidieux, qui était source aussi de blocage, pas tant par la difficulté, c'était pas forcément complexe, mais il y en avait tellement que voilà, ça pouvait bloquer. Et Mm. un autre point, la taxonomie, qui est en fait euh, plus du contrôle de gestion. La taxonomie, on vient présenter la part de son chiffre d'affaires sur des activités durables, la part de ses dépenses sur des activités durables et la part de ses investissements sur des activités durables. Après, il y a toute une méthodologie autour de ça, mais voilà, pour faire très simple, c'est l'objectif. La taxonomie va être rehaussée pour les entreprises qui sont soumises à la CSRD, mais à partir de 450 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, il faudra Mm. dépasser 1000 salariés, mais aussi 450 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà Mm. les C'est demandes. vraiment pour les très grosses entreprises, quoi. Donc, en gros, on augmente, voilà, on rehausse les seuils globalement sur tous ces sujets et on donne un peu d'air avec du report et des points techniques dans le reporting allégé. Mm. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que si vous sortez des seuils, vous n'allez pas être concerné par la CSRD. En fait, vous n'y serez pas soumis, mais il est possible que vos clients ou vos fournisseurs, y étant soumis parce que plus gros que vous, vous impliquent dans la construction de leur rapport et donc que quelque part, vous soyez obligé d'en prendre Voilà. connaissance, de vous familiariser et de faire une part du travail. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on constate aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui y sont allés sans aller forcément jusqu'au rapport à produire, mais qui ont commencé les travaux C'est ça. sans y être soumis. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, c'est une approche chaîne de valeur. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait un rapport CSRD doit faire ce rapport sur la totalité de sa chaîne de valeur, c'est-à-dire y compris ses fournisseurs, les fournisseurs de ses fournisseurs, ses clients. C'est vraiment l'idée de départ, ce qui fait que si vous êtes dans la chaîne de valeur d'un gros, vous allez être impliqué d'une façon ou d'une autre. Voilà. Alors, pas au même niveau que les exigences de la CSRD elle-même, Hmm. mais voilà, c'est ce qu'on a mis là, sur la partie qu'on appelle VSME, donc c'est les normes, ou VSMI, en anglais, c'est les normes volontaires, en fait. Donc, c'est une liste d'indicateurs, il y a quelques dizaines d'indicateurs euh, qui sont plutôt pertinentes, mais il n'y a pas toute cette démarche d'analyse de double matérialité en amont, d'analyse du modèle économique, etc., qui est vraiment le, le point clé dans la CSRD et puis tout l'intérêt également. Le Hmm. SME, c'est vraiment du pure reporting, un peu contrôle de gestion, quoi, élargi sur les Hmm. sujets extra-financiers. Hmm. Donc, c'est ce genre d'informations qu'une entreprise soumise à la CSRD qui travaille avec vous pourrait vous demander. Mm. On accompagne des entreprises qui étaient soumises à la CSRD et certaines ne le sont plus aujourd'hui. Et la stratégie que vous voyez là, c'est celle qu'on leur préconise. C'est-à-dire en fait faire toute la première partie de la méthode CSRD, même si elles ne sont pas soumises. Donc double matérialité, on va en parler. Analyse d'écart, définir sa politique, son plan d'action, ses objectifs dans les grandes lignes. Et c'est uniquement sur la partie indicateur où là, effectivement, elles peuvent simplifier en allant chercher ce qu'il y a dans la VSME. Mais malgré tout, toute la partie structurelle de la CSRD est hyper intéressante, hyper structurante et mérite Mm. d'être approfondie. Parce qu'il faut avoir en tête sur la précédente version, la VSME concernait des entreprises de 10 à 50 salariés. Mm.
Donc, les entreprises entre 50 et 250 salariés, déjà, n'étaient pas forcément concernés. Et là, les entreprises entre 250 et 1000 salariés qui ne sont plus soumises qui ne seraient plus soumises, parce que pour l'instant, c'est pas adopté, hein, tout ça, à la CSRD, euh, sont quand même très loin de la VSME qui était prévue pour des entreprises voilà, de quelques dizaines de salariés. Hmm. Donc, ça crée un peu un fossé entre les deux. C'est pour ça qu'on conseille de conserver toute la partie amont sur l'analyse de double matérialité, la rédaction des plans d'action, des politiques qui sont guidés dans les ESRS de la CSRD et qui sont vraiment très structurantes. Hmm. Et justement, du coup, sur l'aspect double matérialité, bah, pourquoi, pourquoi est-ce que d'après vous, elle reste importante, cette étape-là? Alors déjà, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce que c'est que la double matérialité. Aujourd'hui, les entreprises qui s'intéressent à la matérialité, c'est ce qu'on appelle la simple matérialité, c'est la matérialité financière, c'est-à-dire en quoi des événements ou des éléments autour de moi, environnementaux et sociaux, peuvent impacter mon entreprise. Donc c'est plus une approche par le risque, en disant, bah, tiens, si j'ai, je sais pas, des canicules, une canicule va m'empêcher de travailler X jours de l'année, et donc, c'est un impact financier sur mon activité. C'est la flèche du droite vers la gauche, là, de la terre, en fait, vers l'entreprise. C'est ça, la simple matérialité. La double matérialité, elle rajoute la flèche de la gauche vers la droite, donc de l'entreprise vers la terre, qu'on appelle la matérialité d'impact. C'est-à-dire, on mesure les impacts de mon entreprise sur l'environnement et la société. Donc, en quoi mon entreprise pollue, en quoi mon entreprise émet des gaz à effet de serre, en quoi mon entreprise a un impact social. Et donc, dans l'analyse de double matérialité, ces deux axes sont étudiés à chaque fois selon les différents chapitres de la CSRD, donc les 5 normes environnementales, les 4 normes sociales Social. et la norme gouvernance. Et c'est cette analyse de double matérialité permet de retenir ou de ne pas retenir. Donc, matérialité, ça veut dire significatif, en fait, hein, important, significatif. Donc, il y a plusieurs critères Donc, il y a plein à de définir. critères. Et puis, une fois, quand les critères sont réunis, l'enjeu est considéré comme matériel. Exemple dans le secteur du retail, l'explosion du prix du transport international, c'est une matérialité financière, hein, c'est un impact sur mon entreprise. Mais si mon cycle de production a un impact lui-même sur la qualité de l'eau, on est de l'entreprise vers l'environnement, c'est une matérialité d'impact. Et donc là, on voit aussi la notion de chaîne de valeur, hein. Tout à l'heure, on en parlait. Hmm. Donc, cette analyse de double matérialité, elle est croisée avec le modèle économique de l'entreprise et Hmm. sa chaîne de valeur. Donc, on Hmm. l'analyse au travers de la chaîne de valeur et pas que sur son périmètre propre. C'est là l'intérêt, la dimension vraiment aussi un peu nouvelle dans cet outil C'est par ce qu'on voit rapport sur la à... slide d'après, hein, si on peut y passer. Sur la slide d'après, on parle bien de chaîne de valeur. J'inclus mes fournisseurs, mes clients dans l'analyse et ça ouvre également sur mes impacts sur l'environnement, pas seulement ce qui va m'impacter. Et alors ça, en fait, donc ce que vous voyez à droite, en fait, c'est un positionnement de différents enjeux sur deux axes. L'axe matérialité financière qui est en abscisse, donc en gros, moins c'est matériel, plus c'est à gauche, plus c'est matériel, plus c'est significatif, c'est à droite. Et la matérialité d'impact est verticale, donc plus c'est élevé, plus c'est matériel significatif. Et en fait, on va garder les enjeux qui se retrouvent soit tout en haut, soit tout à droite, soit évidemment en haut et à droite. Et la grande différence par rapport à l'habitude de fonctionnement des entreprises, c'est ce qu'on a mis comme conséquence, c'est qu'elles vont identifier de nouveaux risques majeurs pour leur activité. Là où hier, elles avaient tendance à regarder leur process, ce sur quoi elles pouvaient agir en interne, en faisant l'analyse de double matérialité sur toute la chaîne de valeur, elles vont aller identifier des risques qui peuvent être majeurs pour leur activité et qui sont pourtant très loin de leur quotidien. Et c'est en ça, en fait, que la CSRD, au-delà le fait que ce soit réglementaire, que ce soit obligatoire ou pas, c'est en fait une méthode qui est hyper utile pour l'entreprise, pour avoir une bonne vision, en fait, de ces véritables enjeux en lien avec l'environnement et le social. Donc, est-ce que bon, vous avez déjà donné deux exemples, mais il y a des exemples de matérialité assez précis que vous vouliez donner?
Je pense qu'on a un bon exemple. Parce que dans cette notion de matérialité, vous voyez, donc c'était deux flèches, hein, vers l'extérieur et l'extérieur vers l'intérieur. Moi, ça me fait penser, si vous avez, beaucoup de gens maintenant ont fait des phrases du climat, c'est un peu Mm, comme si vous retiriez juste la matérialité financière, ça serait comme retirer la partie lien de cause à effet qu'on a dans la phrase du climat. Donc, on mm, serait que sur le bas, le mm, chaos, et mm, on oublierait tous les liens qu'il y a plus haut. Donc c'est un peu ça, si on peut un peu mm. l'imager, si vous avez fait des phrases du climat. Et donc l'idée, c'est que c'est plutôt une boucle, en fait, ces impacts. Donc nous, c'est vrai qu'on a un cas Un transporteur où, donc dans le maritime, dans le maritime. Mm, transporteur maritime, qui a une matérialité d'abord financière. Enfin, la matérialité financière devient aussi une matérialité d'impact. mm, Donc il y a le secteur du transport maritime a été soumis à la taxe carbone. Donc, changement climatique, taxe carbone, ils se retrouvent confrontés à payer une taxe carbone, à avoir un gros budget sur ce poste-là, et en parallèle d'investissements sur des biocarburants, sur des nouveaux types de navires moins polluants. Donc, c'est une matérialité financière, hein, à prendre d'un point de vue financier, même dans mm. ses comptes. Euh, mais c'est aussi en fait une matérialité d'impact. Tu Bah, peux parce que peut-être je pollue, en ouais. parler, voilà. En fait la flèche de l'entreprise vers la map monde, c'est je consomme du kérosène, j'émets des gaz à effet de serre, je pollue. Et il se trouve que j'ai une taxe carbone qui est liée à ma pollution. Donc là, en fait, on a un très bon exemple de rétroaction, c'est-à-dire que la flèche dans un sens va rencontrer la flèche dans l'autre sens. Et c'est là qu'en fait, dans ce cas-là, c'est plutôt bien fait, c'est-à-dire que je vois directement mon intérêt à ne pas polluer. Voilà. Donc c'est le cas en fait pour le carbone, c'est pas encore le cas pour tous les enjeux environnementaux. Sur la biodiversité, on n'en est pas encore là, mais c'est le chemin en fait que nous prenons. Le chemin que nous prenons en fait, c'est que la réglementation fasse un lien direct avec mon impact, donc on va dire ma pollution, et pas la sanction, mais en gros l'impact financier qui en découle sur mon entreprise. Donc il faut Mm. s'attendre à ça de plus en plus. On a même un autre. Sur purement l'impact financier, on a un autre très bon exemple aussi, très vite. C'est des centres de vacances, beaucoup à la montagne, donc Mm, sur le ski. Bon, alors, on va nous dire qu'il neige beaucoup, effectivement, il a beaucoup neigé ces derniers temps, mais il y a quand même un risque, et ils voient bien sur les cumuls un manque d'enneigement. Donc, mm, eux, ils ont un risque, un impact financier là, mm, sur un changement climatique, une perte d'enneigement. mm, Donc, le risque existe. mm, Euh, et pour autant, ils ont aussi un impact forcément sur l'environnement qui est mm, lié à d'autres facteurs. Mais en mm, tout cas, voilà, l'impact financier est là. Et c'est vrai qu'on réfléchit, on arrive souvent à lier l'impact financier avec d'autres impacts mm, de l'entreprise par ailleurs. Mais le cas des consommations carbone du secteur maritime était Ouais. vraiment mm. Ouais, puis après, c'est illimité. quelque chose qu'on a pas mal Directement. aussi. J'émets, je pollue, et en même temps, j'ai une taxe sur ce sujet et des investissements à faire, quoi, en Mm. décarbonation. Et puis tu parlais d'exemples directs de la biodiversité, par exemple. Bon, il y a des exemples qu'on peut retrouver dans le milieu agroalimentaire. Il y a déjà euh, des exemples assez nombreux d'impacts financiers dus à la diminution de la biodiversité dans certains endroits. Euh, Ouais, tout à fait. Avec une petite, pas un bémol, mais une petite astérix, c'est que dès qu'on touche les enjeux environnementaux, souvent, il y a un phénomène global, hein, ce qui fait que j'ai des impacts, mais je ne suis pas seul à avoir des impacts. Et donc, le lien entre mon impact environnemental et mon impact financier qui en découle sur moi, c'est pas toujours, je veux dire, je ne suis pas tout seul en fait. Et c'est un peu la particularité de l'environnement, c'est que ça passe souvent par un phénomène collectif. si on passe à la question suivante, c'était est-ce que vous avez des exemples d'entreprises qui s'en servent aussi, qui ont fait cette double matérialité, et qui s'en servent déjà pour valoriser cette étude-là, en interne ou en externe? On peut parler peut-être de cette entreprise de distribution. Hmm. En fait, si vous voulez, le fait de faire l'analyse CSRD, c'est une entreprise en fait qui est dans la grande distribution.
et qui avait le réflexe au départ de se focaliser sur ce quoi elle avait un pouvoir immédiat. Donc en gros, analyse de matérialité principalement sur son activité et pas sur la chaîne de valeur. Donc elle en tirait en fait une matérialité plutôt liée au transport, si je me souviens bien. Et en fait, en faisant cette analyse de double matérialité, elle a compris que comme elle vendait des produits alimentaires, la biodiversité qui est liée autour en fait des matières premières qu'elle achète indirectement en fait était quelque chose qui était 100% matériel. Et en fait, ça l'incite je dirais, à ouvrir les yeux, à se rendre compte en fait que son plan d'action pour sécuriser son entreprise est insuffisant et qu'elle a intérêt à aller chercher dans sa chaîne de valeur plus haut. Alors, c'est pas forcément facile hein, parce Hmm. que ça va être des fournisseurs de fournisseurs, mais la double matérialité met le doigt sur des risques en fait qu'elle n'avait pas identifiés parce que considérant qu'elle pouvait pas vraiment agir dessus. Oui. Mm. Et puis, c'est vraiment une analyse de risque au sens, il ne faut pas forcément avoir la solution tout de suite, et c'est écrit dans les textes comme ça, hein. Et c'est ça qui est perturbant, c'est que souvent les personnes hésitent à mettre les points parce qu'elles se disent, là, je ne vais pas avoir d'action, Parce que j'ai pas de réponse. j'ai pas Mm. de réponse, j'ai pas l'indicateur non plus de suivi. Pour l'instant, on n'en est pas là. C'est vraiment segmenté l'analyse dans la CSRD et les ESRS. Il faut poser les points et après, on apportera les réponses en temps voulu. Mm. Et donc, il faut d'abord vraiment faire cet exercice de façon complète. C'est ça qui est important et qui permet d'avoir la vision la plus élargie possible. Et c'est ça qu'on souhaite Mm. obtenir à l'issue de cette analyse. Mm. Mm. Ah, merci pour ces exemples à tous les deux. En tout cas, c'est assez clair, assez éclairant. Euh, pour ceux qui nous regardent en ligne, n'hésitez toujours pas à poser des questions sur le chat. Il vous est ouvert. Sur la façon dont vous accompagnez maintenant, Christophe et Brice, les entreprises, vous avez une façon un peu originale de le faire, Mm. parce que chez Connection Leadership, on l'accompagne de plein de manières différentes, dont du conseil qui permet d'emporter enfin, de faire à la place des entreprises et de leur libérer du temps. Vous avez créé une méthode qui est assez originale et intéressante à partager. Ouais. En fait, le plus classique ou le plus connu, c'est du conseil, c'est-à-dire des entreprises qui font un accompagnement personnalisé pour l'entreprise qui est soumise à la SSRD ou qui veut faire son rapport. Nous, on a pris un autre parti, on a pris le parti de faire une formation avec un collectif d'entreprises. Et chaque entreprise est représentée par deux personnes, par le directeur financier et la personne qui représente la RSE et on mise sur l'intelligence collective du groupe, sachant qu'in fine, c'est eux qui vont établir le rapport. Donc c'est quelque chose qui va être a priori moins cher en fait qu'un accompagnement 100% personnalisé. En revanche, il y a le côté intelligence collective qui fonctionne vraiment très très bien. Et le fait qu'il soit de secteurs d'activité différents n'est pas du tout un problème. Bien au contraire, ça permet d'apporter un regard extérieur. Donc aujourd'hui, on est sur un programme en 8 modules qui dure un peu moins d'un an. On est en train de travailler sur un programme intermédiaire où on sépare en deux parties pour réduire en fait la durée du programme. Et ben, on peut dire que ça cartonne, quoi. Ça fonctionne très très bien, quoi. Hmm. Tu parlais de deux parties de binôme de la part des entreprises, mais il y a aussi le binôme d'animation. Oui, Et dans l'originalité, je trouve c'est que nous. ça y contribue, puisque l'idée, c'était d'avoir... on n'a pas comment dire, le même parcours, les mêmes compétences techniques, et de se compléter. Donc, moi, avec une vision plus d'auditeur sur la conformité, voilà, ces choses-là, des points Mm, techniques. euh, et on parlait d'intelligence collective. Donc là, c'est super avec Christophe voilà, qui peut apporter toute sa connaissance sur ces sujets voilà, pour que les participants puissent après faire eux-mêmes certaines parties de la CSRD lors de nos ateliers mm, euh, et partager après entre eux sur ce qu'ils ont pu faire et surtout devenir autonomes. C'était l'idée de ce parcours, c'était de les rendre autonomes puisque c'est a priori quelque chose qu'ils vont répéter mm, dans le temps mm, et de pas voilà, leur livrer clé en main quelque chose sans qu'ils aient mm, tenu un peu le stylo pendant le parcours. mm. Pour celles et ceux qui connaissent la Convention d'entreprise pour le climat,
il y a pas mal de choses comparables, le côté intelligence collective, le côté sous-groupe, le côté une partie théorique et puis une partie pratique. Bah, il se trouve que Brice l'a fait en tant que participant, que moi je suis coach facilitateur en fait de la CEC et en fait c'est aussi un langage commun qu'on a puisque on a eu tous les deux ce parcours avec des casquettes différentes. Top, merci beaucoup. Est-ce que vous voyez d'autres éléments qui seraient ajoutés avant d'arriver un peu à la fin de ce webinaire, enfin à la fin de votre présentation sur la CSRD, des recommandations peut-être pour les entreprises qui souhaiteraient se lancer aujourd'hui, les prochaines pistes et pourquoi se lancer aussi, hein. Je pense que les autres questions, on y a déjà répondu, là, les autres questions à laquelle on avait pensé, on y a déjà répondu. Peut-être revenir sur le sujet. Vous êtes certainement dans la chaîne de valeur d'un gros acteur. Si c'est le cas, ce serait une erreur probablement de se dire, je suis pas soumis à la CSRD, je passe à autre chose. Parce qu'en fait, ça risque d'être des éléments en fait liés structurellement à la CSRD pourraient vous être demandés. Ça, c'est la première chose. Et tu as envie de rajouter quelque chose? Euh, c'est de ne pas se contenter des indicateurs de la VSME Hmm. si vous êtes entre les deux seuils dont je parlais tout à l'heure, puisque ce n'est pas un format qui était prévu pour votre taille d'entreprise, en fait. Alors Hmm. là, on va peut-être forcer les choses et ça sera le cas, mais dans le cadre initial, c'était pas le but. Hmm. Et il manque toute cette partie d'analyse qui, pour moi, est la chose la plus importante, en fait, à ce jour dans ce qui a été euh, réalisé avec les ESRS et la CSRD. Donc vraiment, si vous avez la possibilité de faire votre analyse de double matérialité, de faire cette définition de chaîne de valeur, de croiser ces éléments-là pour avoir une liste d'enjeux, et ensuite, bah, vous prenez le temps de les adresser, de construire des plans d'action, et quitte à, par contre, ne faire du reporting que sur les indicateurs de la VSME, parce qu'ils sont quand même globalement assez pertinents et ils couvrent quand même les sujets. Dans un premier temps, c'est plutôt très bien. Hmm. Moi, ma principale recommandation, c'est ça, de ne pas laisser tomber la partie analyse de double matérialité, quand bien même vous n'êtes plus soumis directement à la CSRD, et d'anticiper quand même aussi bah, l'avenir pour toutes les raisons qu'on a évoquées au tout début, hein, sur les raisons de financement, d'interactivité, de transparence, de marché aussi. Euh, Avoir une information de qualité Hmm. sur ces sujets, ça me semble primordial. Et c'est un travail qui est valable pas que pour un an, en fait, hein. Si le travail est Oui, fait sérieusement, il est valable pour les 5 à 10 prochaines années, hein. Donc c'est... oui, puisqu'il y a en plus, hmm. il y a l'horizon temporel qui est inclus dans toutes ces Hmm. analyses, Hmm. bien entendu. Hmm. Voilà, c'est pour ça que il y a eu aussi des critiques, c'est que c'était quand même très complet, quoi. Hmm. Et Ouais. il y a de plus en plus d'entreprises qui ont du mal à Et, s'assurer aussi, par exemple, parce et que la question de l'assurance est un sujet. Ouais, tout à Hmm. fait. Oui, on parle du financement, mais c'est vrai que la question de l'assurance, il y a un sujet. Il y a de nombreuses assurances qui ont augmenté pour ces raisons-là, hein, pour le risque Hmm. climatique. Euh, donc c'est un sujet, on a beau là avoir l'impression que le sujet numéro un, c'est la compétitivité, c'est sûr. Mais à mon avis, les deux iront largement ensemble les prochaines années. Hmm. Et c'est que conjoncturel un peu l'état qu'on passe là ces dernières semaines. On va y Hmm. revenir, c'est sûr. Et c'est pour ça qu'il y avait cette petite frise tout à l'heure, c'est pour vous montrer qu'on ne va pas décortiquer une construction de 25 ans et cette montée en puissance. Là, il y a un petit flou parce qu'on avait accéléré quand même très fort. Voilà, Ouais, mais c'est une il y a tendance de il y a fond. un petit Hmm. tassement, mais ça reste une tendance de fond Hmm. qui s'accélère quand même toujours. Oui, c'est ça. Si je reviens sur la frise ici, Voilà. voilà, la tendance de fond, elle a pris racine il y a longtemps. Et, Hmm. euh, et puis Ça les accélère sur racines, la année après année, font un peu surface. Et bon, après être devenues peut-être un peu trop imposantes en, en peu de temps, elles vont continuer de grandir. Hmm. Et autre point important pour terminer sur ça, c'est que les entreprises qu'on peut accompagner, qui ont démarré, même chez des confrères, qui ont démarré en fait leur rapport CSRD, cette construction-là,
suite au paquet Omnibus, sont plutôt déçus et souhaitent poursuivre et aller au bout. Alors mm, peut-être pas au bout, bien sûr, elles vont pas traiter les 1200 data points pour la beauté du geste, mais elles souhaitent aller au bout, quoi. Donc, mm, donc c'est une preuve mm, du fait que toute cette partie analyse est quand même bien construite et utile, euh, Mm. même si elle mm, nécessite du temps. mm. Voilà. Raison pour laquelle nous préparons une nouvelle promotion d'accompagnement d'un collectif d'entreprise qui démarra juste après l'été, en septembre. Bravo. Et je pense que c'est une très bonne idée que tu suives cette formation. Euh, Merci beaucoup à tous les deux pour nous avoir partagé vos connaissances sur le sujet. Il y a d'autres moyens de l'accompagner. On l'a vu, on l'a rapidement évoqué, l'aspect conseil, hein. Donc, euh, Connection Leadership peut aussi vous accompagner sur des enjeux de CSRD, de double matérialité par du conseil, c'est-à-dire un accompagnement où là, les consultants vont être en co-construction avec vous, mais vont plus faire aussi par eux-mêmes, de façon à vous libérer du temps et à vous apporter de la connaissance quand vous en avez besoin. Là, en ce moment, nous, ce qu'on voit, c'est il y a pas mal d'entreprises qui, effectivement, n'abandonnent pas le projet double matérialité et on a encore des entreprises qui s'engagent dedans, même en ce moment, malgré le fait qu'elles y soient plus soumises parce qu'elles ont bien compris que ça avait un intérêt pour leur gestion de risque et pour l'anticipation de l'avenir du business à long terme. Mm, Euh, il y a d'ailleurs un aspect intéressant pour ça. Alors ça, c'est pour certaines entreprises, c'est l'aspect du financement. On est référencé dans plusieurs OPCO, Connection Leadership, plusieurs OPCO en tant que euh, prestataire pour un diagnostic RH transition écologique. Et dans ce diagnostic, le but, c'est de préparer l'entreprise au niveau organisationnel et RH à la transition. Et le diagnostic a aussi accompagne aussi la dimension transition écologique et RSE de l'entreprise. Donc il y a une partie de l'accompagnement vers la double matérialité ou vers la CSRD qui peut être financée par ce biais à partir du moment où on traite aussi en face comment on va faire monter l'organisation en compétences pour traiter cet enjeu-là. Et donc on a plusieurs entreprises qui passent par ce biais-là pour justement avancer vers leur double matérialité. Ça peut être aussi intéressant de vous renseigner avec nous sur ce sujet. Et puis, parmi les autres choses qui peuvent être à dérouler derrière la politique de RSE dans votre entreprise, si vous voulez faire monter en compétence vos équipes, bah, Connection Leadership a tous les programmes de formation qui sont nécessaires pour ça, et selon tous les niveaux de maturité. Et puis, ben, on a l'habitude de récapituler avec cette présentation, cette slide un petit peu. C'est que des arguments qu'on a déjà cités, en tout cas pour beaucoup, hein, mais pourquoi vous lancer aujourd'hui dans la RSE? Pourquoi aller plus loin dans la transition écologique? Pourquoi vous lancer dans la démarche CSRD ou un minima double matérialité? Ben, vous avez des arguments financiers qui peuvent être directs, hein, puisque si vous regardez à avoir un impact moindre sur la planète, vous allez peut-être être plus sobre ou être plus efficace dans vos process, donc gagner directement financièrement. Pourquoi vous lancer? Bah, peut-être que si vous ne le faites pas, vous allez perdre des clients qui vont vous demander de montrer patte blanche très vite sur certains enjeux de RSE. Ou alors ils le font déjà et ça devient urgent pour vous. Ça peut être aussi sur le marché un argument pour prendre des parts de marché en mettant en avant vos engagements. Euh, Cet argument-là, il est aussi valable du côté de la marque employeur. On le voit beaucoup au contact des entreprises aujourd'hui qu'on accompagne. La difficulté à recruter est assez forte. Et de la même façon
les entreprises qui ont une politique RSE poussée sont plus performantes financièrement, bah, ces entreprises-là, elles ont aussi moins de mal à recruter et moins de mal à engager les personnes de façon durable dans leur entreprise. L'impact d'une entreprise a beaucoup d'impact sur bah, la vision qu'en ont les salariés. Donc, euh, c'est un élément important à prendre en compte dès aujourd'hui. Et pensez-y si vous avez des problèmes de recrutement. Euh, et puis évidemment, la réglementation, bah, le but du jeu, c'est de ne pas être pénalisé, d'être en règle ou éventuellement de prendre un peu d'avance parce que quand la CSRD a été votée, il y a eu un petit mouvement de panique au début, ça a été difficile pour certaines entreprises, donc autant s'y prendre à l'avance euh, et, et, euh, et en plus en profiter sur tous les autres aspects. Donc voilà pour cette petite conclusion. Christophe et Brice, vous voulez ajouter un mot aussi, euh, en reprécisant que bah, nos participants peuvent discuter avec vous encore quelques minutes s'ils le souhaitent. Ouais. Oui, on est à l'écoute s'il y a des questions, des Mm. besoins de précision, notamment sur un peu ce flou avec Omnibus, Mm. quoi faire, euh, quoi ne pas faire. Mm. On peut essayer de vous apporter des éléments de réponse. Et dans tous les cas, oui, on vous incite, et moi-même avec ma casquette plutôt professionnelle du chiffre ou de la conformité en tant qu'expert comptable, commissaire aux comptes, c'est que dans tous les cas, on le voit depuis des années que c'est un sujet qui s'intensifie. Mm. Là, OK, il y a un tassement, mais à mon avis, c'est ponctuel. Et, et dans tous les cas, c'est un avantage de se lancer sur ces sujets, c'est différenciant. Mm. On a une question de Nathalie sur quand devrait être adoptée la circulaire. Merci Alors, Nathalie pour votre question. il y a un processus un peu là accéléré pour pouvoir déjà valider ou pas le report de 2 ans, parce que du coup, ça laisse un peu tout le monde dans le flou, parce que les entreprises qui veulent terminer leur rapport là, ou en tout cas qui veulent travailler dessus, si elles n'ont pas finalement l'obligation en 2026 de le publier, Mm. ça serait dommage de l'apprendre qu'en fin d'année 2025. Donc, il reste la validation du Parlement qui devrait arriver rapidement pour valider ce report. Donc ça, c'est en accéléré. Ensuite, la question des seuils, la révision des ESRS pour alléger le nombre de data points, le point sur la taxonomie. Ça, logiquement, ça devrait venir en septembre. Donc, Mm. euh, donc un peu plus loin dans le temps. Donc on devait être fixé sur le report très vite, puisque la Commission a déjà validé le point la semaine dernière. Il manque l'avis du Parlement. Et ensuite, les autres sujets un peu plus de fond, ça sera en septembre. Donc ça sera discuté et validé. Mm. Merci. Et un petit dernier mot. Au-delà du mot CSRD, on tient là, avec ces textes-là, enfin une méthode qui permet aux entreprises de passer du flou au concret et structuré sur le sujet des enjeux sociaux et environnementaux. Et encore une fois, pour moi, je viens avec ma casquette de consultant en transition écologique, donc pas très fan des normes, des règles, des obligations. Je trouve que le truc est sacrément bien fichu, quoi. Donc, il faudrait presque retirer le mot CSRD parce que ça donne envie de dire j'y suis soumis, je suis pas soumis. Mais on est face, en fait, à quelque chose qui a été structuré, bien pensé, qui permet de passer du flou au concret sur ces sujets-là. C'est totalement l'intérêt, c'est d'avoir un cadre de référence, en fait. Mm. Donc, avec des applications volontaires, c'est comme les IFRS, par exemple. C'est un Mm. cadre de référence mondiale sur la comptabilité. On peut opter pour les IFRS si on le souhaite. Mm. Ben, c'est un peu ça. Là, on a un cadre de référence et avec la vision européenne, avec l'analyse de double matérialité, qui n'est peut-être pas la vision anglo-saxonne. Mm. Mais en tout cas, on l'a préservé. Ça, c'est quand même un point important de l'omnibus. On a préservé ce cadre-là. On ne l'a pas retiré. C'est que des allègements sur les indicateurs et pas sur le fond. Donc ça, c'est aussi un signal fort. C'est qu'on reste ancré sur ce sujet-là.
Et donc, c'est un cadre de référence pour moi qui va après être décliné sur plusieurs versions volontaires, allégées pour toute taille d'entreprise. Mais au moins, on tient maintenant un cadre de référence pertinent, Mm. concret, efficace. Voilà. Donc maintenant, il est à disposition. Il faut l'utiliser. Mm. C'est ça. Bon, ben, un grand merci à tous, et en particulier évidemment à tous les deux. Merci à vous. Merci. Et puis, ben, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, à partager le webinaire autour de vous dès que vous recevrez le lien de replay si besoin. Et ben, à très bientôt pour un nouveau webinaire le mois prochain. Merci à Christophe et Brice. Merci. Au Bon revoir. après-midi. À bientôt. Au revoir.